il y avait différents tickets, suivant qu'on était adulte, vieux ou enfant. Alors, moi, j'étais passée de la catégorie J2, c'est-à-dire jeune, alors je ne sais pas quand, à J3. C'était les plus heureux ceux qui étaient à la campagne quand même. Hein. Oui, C'est ceux qui s'en sortaient le mieux quand même. ah, mais bien sûr, en ville, c'était épouvantable. Il n'y avait rien à bouffer. C'est pour ça qu'on est parti de Lyon. Il y avait des maisons dans lesquelles les gens n'avaient rien à manger pendant la guerre. Hein. Ceux qui n'avaient pas de terre, de D'abord, tu terrain, avais des ils mangeaient tickets. pas. Hein, tu achetais avec des tickets. Bah oui, les tickets. Alors quand j'étais J3, après, ça allait mieux parce qu'on avait un petit peu plus de rationnement. Je me souviens, à Lyon, ma mère qui en est morte d'ailleurs, qui a toujours eu des pneumonies et qui a caché ses poumons, prenait son vélo, allait sur les monts du Lyonnais avec nos tickets de rationnement, de cigarettes, de vin ou je ne sais quoi, qu'elle échangeait contre des poulets, des œufs, et c'est comme ça qu'à Lyon, on pouvait manger. Alors, en fonction des enfants, tu avais plus Et ou ma moins de grand-mère, elle tickets. envoyait des paniers pleins. Elle en est morte parce qu'elle partait à 4 h du matin, elle avait un peu froid. Donc, parce que nous, on était d'une famille, on mangeait beaucoup de pain. Et ça, le pain, c'était terrible, il était rationné. Mon père en manquait, quoi. Alors, C'est bien simple, à la maison, les mômes, là, on volait. On Qu'est-ce que vous fouillait voliez? les placards pour trouver un morceau de sucre, Ah oui. pour trouver... dingue. Ma mère était obligée de tout planquer. du fait qu'on avait un petit peu plus, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'était. Il y avait des tickets pour tout, pour les chaussures. On avait droit à une paire de chaussures par an ou quelque chose comme ça. Ils aiment bien entendre les détails, mais je pense qu'ils n'y croient pas trop, ils voient ça un peu. Évidemment, il y a le marché noir qui s'est installé. Ils vendent, entre autres, des tickets, des faux tickets. Et ma mère, qui travaille maintenant chez une nouvelle patronne, Madame Soref, fait acheter par mon père des tickets parce que Madame Soref fait de la résistance, reçoit des gens, il faut bien les nourrir, tous ces gens-là. Hein, alors, bon, donc papa rapporte souvent des tickets, oh là là, quelle vie quand j'y pense. À ce moment-là, les Allemands qui passaient. Ah bon, constamment. Et vous disiez quoi? C'est des Ah ben, méchants, il faut. Ah non, 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 on disait rien, on disait rien. D'ailleurs, Vos parents, ils les vous parents disaient n'auraient quoi? jamais dit. Et puis nous, en tant qu'enfants, si on commençait à dire des choses comme ça, c'est qu'attention, on était fusillés. Hein. Puis bien sûr, on est rentré à la maison, alors la vie a continué, quoi. Alors évidemment, ça nous faisait peur parce qu'il y avait partout des Allemands et ça grouillait de partout. Et donc, Saint-Étienne était, vis-à-vis des Alliés, était une ville qui était particulièrement vis-à-vis. Parce que nous, par rapport aux Allemands, moi, je n'ai rien vu, il ne s'est rien passé à Saint-Étienne, hein, parce que leur PC à Lyon. Mais moi môme, je te dirais que j'ai pas vu un Allemand, gamin. Il y avait partout des drapeaux allemands, ils avaient enlevé les drapeaux français, il y avait partout des plaques avec les noms en allemand. Oh, c'était une période pénible. Hein. Et en fait, j'ai su, elle est de la même année que moi, mais elle est suisse, elle a vécu en Suisse. Elle a pas connu, en fait. Tout le monde n'a pas connu la guerre. Hein. Tout le monde n'est pas enfant de la guerre, justement. Alors on apprenait que dans telle famille, tiens, un tel avait été ramassé. Surtout nous, qui étions à la frontière allemande, Luxembourg, tout ça, on a vraiment vécu vraiment vécu la dureté de la guerre. Il y avait des gens aussi qui faisaient du marché noir qui étaient ramassés, hein, parce que avant, voilà, il y a eu des gens qui se sont fait passer pour résistants alors qu'ils n'étaient pas résistants du tout. Mais enfin bon. Oui. Moi c'est bien ça. Moi, je ne me rappelle pas d'avoir eu un Allemand dans la région, enfin, chez moi, Saint-Étienne. Il faut dire que j'ai passé 2 ans à la campagne. Hein, bon. Il y avait un cantonnement des Allemands à l'équipement militaire, c'est-à-dire en face le parc de Vanves. Alors, ils passaient dans la rue en chantant, parce que c'était des jeunes, et on avait peur, nous, avec ma sœur.
Après, on en avait pris l'habitude. Des fois, ils nous envoyaient des oranges, d'ailleurs. Et ma mère voulait pas qu'on les mange parce qu'elle disait « Oh non, des fois qu'elles soient empoisonnées. » Sûrement pas, parce que c'était des choses... Ils voyaient des gosses qui... C'était des jeunes, quoi. Maintenant, on relativise. À l'époque, évidemment, c'était les ennemis, mais maintenant, je me dis c'était des pauvres types comme les nôtres, quoi. On était trop petits d'abord. 6 ans, 8 ans, ils vont pas raconter. Parce que c'est facile aussi de raconter n'importe quoi. Hein. Les parents se confiaient pas à nous, d'ailleurs, ils savaient rien. Hein. Et quand il y Ils savaient avait pas les comment la Juifs guerre. qui étaient emmenés, est-ce que... Ah, mais ça, on a su ça bien. Tout le monde a Vous su l'avez ça su bien après. On ne après. savait pas. Ah ben, nous, il n'y avait pas de juifs. On n'était pas dans un pays où il y avait des juifs. Mais on entendait. Moi, j'ai des souvenirs. Mes parents étaient peut-être plus au courant. Moi, je ne savais pas ce que c'était qu'une juive. Et donc, comme on habitait en face de l'église, moi, je continue à aller à l'église. Et puis, j'ai eu tout d'un coup envie de savoir ce que c'était une juive. Alors, je me suis inscrite au scout israélite. Ben, je peux te dire que je ne suis pas restée longtemps. Hein. Ouf! On savait que les gens, les juifs, il y en avait beaucoup qui sont partis au centre de la France, quoi, dans des familles ou des... Tout ce qui est bondieuserie juive et tout ça, maintenant, ça me passe par la tête. Moi, dans les religions, il y a 2 choses que j'aime, la philosophie et l'humanisme. Tout le reste, c'est du pipeau. Évidemment, entre 7 et 11 ans, je ne savais pas trop ce que c'était. C'est comme l'histoire des camps de concentration, tout ça. On a su réellement bien après. Hein. On n'en parlait d'ailleurs pas tellement, hein, des camps de concentration jusqu'en 1944. Oui. C'est après que c'est sorti. Donc moi, je parle de vraiment la guerre. Hein. Ouais. 39. Et quand ma grand-mère est morte, quand il a vu que toute sa famille et ce qui s'était passé, quand ma famille était pratiquement entière, il était très généreux, il faisait ses comptes, il marquait tout ce qu'il dépensait pour lui, il donnait autant à ses enfants, petits-enfants, à tous nos anniversaires, on avait une lettre en prose que j'ai toujours avec un chèque, et le reste, le tiers aux œuvres, quelles qu'elles soient, la Croix-Rouge, les Bonnes Sœurs, les Juifs, etc. La fin de la guerre a été déclarée en 1945, mais en fin 1944, nous, on a connu la débâcle des Allemands. Sa patronne, quoi, ses 2 fils avaient été fusillés par les Allemands. Et ça nous a, on peut dire, gâché notre jeunesse, enfin. Mon père avait une maison de fonction, comme dans toute la sidérurgie, et cette maison se trouvait à 50 mètres de la frontière. Et les Allemands qui venaient d'arriver pour avoir une ligne, il y a nos voisins et nous, ils sont venus pour nous demander s'ils pouvaient se servir du téléphone. Bon. Ah là là, ça a été une triste période parce que à l'époque, nous, on ne savait pas trop, mais après, on l'a appris. Bien sûr, comme Madame Soref et ses enfants faisaient de la résistance, maman qui travaillait chez eux était impliquée aussi. Elle rapportait à papa des tracts à distribuer, elle avait eu la visite de la Gestapo. C'était difficile. Enfin, moi, je ne sais pas, j'étais petite, j'avais 7 ans. Alors, pendant que maman était là, et heureusement, ils avaient, ces gens-là, 2 appartements, un au 7e, un au 5e. Alors, la Gestapo a fouillé le 7e, mais n'était pas au courant sûrement du 5e étage. Heureusement, parce qu'il y avait un aviateur australien qui était hébergé là. Si il l'avait trouvé, tout le monde aurait été fusillé, quoi. Oui, il venait régulièrement téléphoner, mais en fait, il s'était arrangé pour avoir un peu des renseignements sur ce qui se passait dans la région. C'était l'époque des FFI, on les appelait les FFI. Il y avait ceux qui résistaient, il y avait les résistants, ceux qui collaboraient, enfin, c'était vraiment... il y avait beaucoup de problèmes à ce moment-là. Aujourd'hui, avec Internet et puis les réseaux sociaux, il n'y aurait jamais eu Hitler. Ça ne serait jamais passé comme ça. Mais la non-communication de l'époque, c'était peut-être en Pologne, ils le savaient, mais en France, on ignorait.
Le soir, il ne faisait qu'écouter le... Vous savez, la radio, on retrace la radio, et ici, Londres, etc. C'était ultra important quand même pour eux, et pour savoir ce qu'il fallait faire. Donc nous, enfants, on subissait tout ça. Quand je vois les enfants à l'heure actuelle qui sont surprotégés, etc. Mais par contre, je crois que c'est une bonne leçon parce que ça nous apprend à être indépendants, à avoir nos responsabilités très tôt. Mon père avait été prendre les caves et puis il avait entassé les choses compromettantes, des drapeaux, des tracts, des petites armes, quoi, dans l'immeuble qu'on habitait. C'est moi qui mets ça. Donc après, je pleurais. Lorsque nous sommes arrivés ils nous ont emmenés devant le cimetière de la petite ville. Un officier allemand a déclaré le français d'un côté, les autres de l'autre. Et nous n'étions que 2 familles françaises, nos voisins et nous. Et ma sœur ajoute, elle, de son côté, elle met « Nouveau choc, maman nous a poussés du côté étranger d'une façon brutale ». Ma mère a voulu nous sauver la vie. Elle savait que les Français, on était fusillés. Ah ouais. Donc elle nous a poussés. C'est ma sœur qui l'a mis. Moi, je m'en rappelais plus de ça. Ah oui. Sans que personne ne sache, bien entendu, si les voisins l'avaient su, sûrement qu'ils n'auraient pas été d'accord. Hein. Parce qu'il ne fallait pas grand-chose pour être ramassé. Oh mon Dieu, quand j'y pense à cette période. Et Nadine, elle faisait partie de l'association d'Auschwitz, de Légion d'honneur et tout ça. Et là, vous êtes parti où? Nous, on est partis à Sainte-Ferd. C'est là que vous êtes parti à Sainte-Ferd, au sanatorium. Comme l'usine était à cheval sur la zone occupée Moselle et Meurthe-et-Moselle, on avait des amis de l'autre côté. Il a passé des lettres. Il avait des dossiers de professionnels, quoi. Donc lui, il a repenté l'usine, mais il a passé des lettres. Et il a été pris, il a été dénoncé. Il est allé en prison pendant un moment. Là, c'était votre père? Mon père, mon prison. Et ils l'ont lâché parce qu'ils avaient besoin de lui pour la Syrie. On tremblait toujours parce qu'on avait su, nous, avec Colette, que la Gestapo était venue chez Madame Soref et que maman était là. Alors après, on avait peur quand elle y allait. Nous, enfants, on ne se rendait pas compte, mais on voyait bien que nos parents étaient... D'ailleurs, j'ai un souvenir, on était dans la cuisine, et un jour, pof, il y a eu une fusillade, il y a des balles qui sont passées... Et mon père, très calme, dit, bon, il faut déplacer la table de salle à manger. Il étudiait... Et vous non, mais on vivait quand même. On vivait, c'était le temps de guerre. Hein. Mais quand tu vois les conditions maintenant, parce que il n'y avait pas... Bon, pour se laver, c'était ce qu'on appelait le bachat, c'est-à-dire le bassin dans lequel vont boire les bêtes, hein, à l'extérieur. Dans le vieux Lyon, au 3e étage, rue Saint-Polycarpe, et il y avait tellement peu de confort qu'on nous lavait dans un tub, je me souviens. Il n'y avait pas de water. Et puis on avait les wawas au fond du jardin. Alors c'était épouvantable, on avait du papier journal, et puis il y avait plein de mouches. Alors quand j'allais au wawa, moi je faisais pipi dans le jardin, hein, parce que... Et c'est des souvenirs incroyables. Ah, puis c'était une espèce de source qui alimentait le bachat, mais bon, On avait été hébergés dans une école. Alors une école qui était... je sais pas, peut-être il y avait d'autres gens qui étaient passés, je sais pas. Il y avait des dortoirs avec des lits. Alors, c'était sale là-dedans. Oh là là. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, avec la qualité des salles de bain et des habitations, ce que c'était dans le temps. c'est la première chose. Dès que je suis arrivé à la ferme, on m'a expédié, on m'a emmené chez le sabotier au village pour faire une paire de sabots. Les water étaient tout bouchés. On nous envoyait faire pipi dans un pré qui était à côté. Et dans le pré, il y avait des romanichels, comme on disait à l'époque, qui campaient. Et on en avait une trouille bleue. Tous les gosses avaient peur de ces gens-là. Et pendant tout le temps où je suis resté
à la campagne, jamais eu une paire de chaussures au pied. Et le lundi, on faisait la lessive. Et comment on faisait la lessive? On mettait du bleu, je me souviens, et pour désinfecter. Aujourd'hui, on a des machines. En sabot, tout le monde était en sabot. Le sabotier, il faisait une paire de sabots sur mesure. Les parents, quand on est petit surtout, il n'y a que ça qui compte. Attends, mais en fait, les parents, c'était une sauvegarde de vie. Et ils nous mettaient dans un contexte de façon que rien ne parte ou ne... Puis un beau jour, quand même, on a retrouvé la petite sœur et puis on m'a ramené ma sœur. Mais il n'y avait toujours pas les parents. Alors, avec ma sœur, on était tristes. Tout ça, ce sont des souvenirs d'enfance. Et je dois dire que moi, j'ai eu des parents formidables qui nous ont aimés. Bon, avec un frère et une sœur, avec leurs qualités et leurs défauts. Voilà. Alors, on nous avait dit, surtout quand vous passerez la ligne de démarcation, soyez bien sages. Alors, on est monté dans des wagons à bestiaux, puisqu'on voyait tous serrés les uns contre les autres, apeurés quand les Allemands ont ouvert le compartiment pour regarder ce qu'il y avait dedans. Les gamins tremblaient parce qu'on leur avait tellement fait peur. Finalement, ils nous ont rien fait. On est arrivé à la gare. Les parents nous attendaient, bien entendu. Alors, on avait chacun une espèce de besace avec une boule de pain dedans. Alors, ma petite sœur, ça traînait par terre. On était sales, dépenaillés. Oh là là, je revois maman en train de pleurer en nous serrant dans ses bras, quoi. Moi, je voudrais dire, maintenant, on a eu une enfance, une adolescence très mouvementée. Et tes parents, ils t'ont pas raconté? J'ai aucun souvenir. Bah, mes parents, ils allaient me raconter. Cette génération qui a subi la guerre et puis les privations, c'est un petit peu normal qu'elle ait lâché du lest par rapport à la génération d'avant, quand même. Les parents ont tout fait, mais je pense qu'ils ne pouvaient pas nous raconter toutes leurs angoisses. Ouais. Au contraire, ils nous protégeaient. Ils racontent On n'est pas comme maintenant où tu fais pas un PEC, on te le photographie. les appareils photo, tout ça, ça n'existait pas. Hein. Et bizarrement, un jour que je faisais des recherches à la mairie, moi, pour les années comme ça, le conservateur de la mairie m'a ouvert un dossier. Oh, j'ai cru tomber à la renverse. L'écriture de maman. Et il a eu la gentillesse d'ailleurs de me faire une photocopie que je garde toujours. Vous pouvez pas vous imaginer ce que ça m'a fait de revoir l'écriture de ma mère qui avait écrit au maire devant parce qu'elle n'avait pas de nouvelles de ses deux enfants, puis elle recherchait ses gamins. Ils ont essayé qu'on ait une vie correcte. D'ailleurs, après, on est allé en pension, on était dans des pensions religieuses, on était quand même... Ils ont tout fait, hein. Ils ont tout fait pour qu'on sorte ce... Parce que souvent, je pense à eux. Hein. Ouais. Ça a dû être des années terribles. Il faut dire une chose, c'est que la famille était vraiment séparée parce que mon père était mobilisé en usine, donc il avait été affecté à partir obligatoirement. Ma mère est décédée, moi j'avais 20 ans. Ah, d'accord. Ma mère, après, elle est décédée en retour. Elle est décédée en 53. Ah, oui. On ne peut pas comparer notre enfance avec une enfance normale. Ouais. Avec un souci des parents qui pensaient à une chose, sauver leur vie et la vie de tous et tout ce que ça suppose, hein, les angoisses, Donc, c'est là qu'on a appris le débarquement. Vous savez, le fameux message « les carottes sont cuites », hein, ça a été le débarquement. Et on était toute une période sans nouvelles des parents, bien sûr, parce qu'il n'y avait plus de transport, il n'y avait plus rien, tout était démantelé. Alors, il circulait des bruits, comme quoi Paris avait été incendié. On avait peur avec ma petite sœur. Oh là là là, on disait on verra jamais nos parents. C'est ça qui vous a sauvé d'être médecin? Il en faut, hein, il en faut de tout temps.
allez, hop, direction Paris. Alors, évidemment, maman avait été prévenue, mais quand on est débarqué à la gare, pas de maman. Alors, on commençait à paniquer avec ma sœur. On se disait, qu'est-ce qu'on va devenir, toute seule perdue dans cette gare Montparnasse. Alors, hop, une femme du secours populaire, ou je sais pas, est venue. Ben, on va vous emmener. Et puis, juste maman a débarqué. Alors, hop, on est rentré à la maison. C'était un soulagement. Hein. Ma mère était une femme très en avance. Elle avait fait Sciences Po, mais à cette époque-là, on ne travaillait pas. C'était l'arme de mon père. Elle faisait. Mon père il exerçait à 3 endroits différents. À l'hôpital, à sa clinique et à la maison. Et à la maison, c'est ma mère qui répondait au téléphone, qui prenait les rendez-vous et qui faisait les instruments, qui stérilisait les instruments. Et moi, je me rappelle que, bien sûr, il n'y avait pas de cantine. Donc on mangeait, on était servis, on mangeait midi et soir à la maison. Et alors, il n'y avait qu'une ligne de téléphone. Et on avait le téléphone sur la table. Et mon père se faisait appeler à l'heure du déjeuner, puisqu'il est travaillé. Bon. Et alors, quand le téléphone sonnait, à table, il répondait. Et nous, les sales enfants, on disait « Donne-lui un lavement, donne-lui un lavement !» Alors mon père mettait sa main sur le micro et il faisait « Les sales gosses, je ne suis pas là pour perdre de l'argent !» Et nous, alors j'ai les souvenirs de septembre 44. C'est ma sœur qui m'a dit, puisqu'on a chacune des souvenirs, on pourrait mettre nos souvenirs. Alors, de son côté, elle a fait sa lettre, Ouais. son souvenir. Je suis très contente parce que ça correspond exactement au mien. Oui. Et après, il y a le souvenir de ma sœur aînée. Dans la fratrie, tu es placée Je suis où? la dernière. Tel un troupeau, nous avons pris la route d'Audaltige, là. Certains ont pu s'enfuir durant ce parcours. Titane, moi on m'appelait Titane, Titane pleurait et, horreur, un Allemand osait la consoler. Voilà sa réaction, elle. Ah oui. C'est pour vous dire. Elle était plus âgée que vous. Presque 3 ans plus. 3 ans de plus. Ou des garçons. J'avais ma sœur aînée et Ta mon sœur. frère. Tu te souviens de vos relations Oh là là, qu'est-ce ils que m'ont martyrisée. quand vous étiez non mais quand vous étiez pendant la guerre, on reste dans cette période. Ben alors, pendant la guerre, ma sœur, pendant l'exode, je vous donne un exemple, ma sœur était pas prêteuse. Elle chipait tout, mais elle n'était pas prêteuse. Et elle avait un baigneur qui s'appelait Claude, une poupée. Et moi, je rêvais de ce baigneur. Pour moi, elle le trimballait partout. Ma grand-mère tricotait des petits vêtements. Enfin, cette poupée Claude, c'était... Et alors, un jour, je lui ai pris sa poupée de Claude. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas fait? Elle m'a tiré les cheveux. Et ça a été épouvantable. Et c'est drôle, cette poupée Claude, je rêvais d'un baigneur. Et j'ai jamais pu avoir un baigneur, parce que ça n'existait plus. Il n'y avait pas de poupée pendant la guerre. En 1939, on nous avait distribué des masques à gaz. Alors, ces masques à gaz, évidemment, tous les jours, il fallait les emporter à l'école parce que la directrice, mademoiselle Molière, y veillait. Si vous n'aviez pas votre masque à gaz, vous rentriez pas à l'école. Et puis, chaque classe avait un endroit dans le préau pour déposer ses masques à gaz. Seulement, il fallait les reconnaître. Alors, pour les reconnaître, il avait fallu dessiner sur le haut du masque un dessin. Alors, mon père m'avait dessiné une superbe cocarde tricolore. Alors, hop, je voyais tout de suite mon masque à gaz. Ma sœur, je me souviens pas ce qu'elle avait. Et une autre chose qui était épouvantable, c'est que moi j'avais les cheveux très frisés et une tignasse, on m'appelait ça la tignasse. Et tous les matins, on me peignait avec, je sais pas quelle graisse on me mettait, et on me roulait des anglaises sur le bâton de mon cerceau. Et quand j'arrivais à l'école, on me tirait mes anglaises et on m'appelait Pie de Vache. Un bruit terrible et on avait peur avec ma petite sœur. Et on était allongés, je me revois, ma mère avait mis les centres de lit, je me souviens c'était des centres de lit jaunes qu'on a gardés longtemps, et puis elle nous faisait allonger et mettez vos mains sur la tête, et puis quand on a eu tellement, c'était la panique, qu'ils ont décidé qu'il fallait
impérativement nous éloigner quoi, de Paris. Je veux raconter une anecdote aussi. Comme tous les juifs, après la guerre, mes parents avaient un petit... Il y a eu deux choses. Quand on est parti en Exode, je me souviens que derrière, on était les 3 enfants, et moi je devais m'occuper d'un tout petit sac Bordeaux avec des poignées de cuir qui étaient lourds. Et après la guerre, j'ai su que c'était parce qu'il y avait 2 lingots d'or. Et c'est, à mon avis, c'est avec ça qu'on a survécu pendant longtemps. On ne faisait pas la fête parce que les Allemands partaient, mais la guerre n'était pas finie. Ah oui. Ils se sauvaient, ils ont tout brûlé sur leur passage, ils tuaient des gens, etc. Mais on n'était pas encore en paix. Quand on habitait Vanves, là, j'avais une copine, moi, Marguerite Durand, elle avait une grande sœur. Et sa sœur, quand les Allemands sont arrivés, elle fricotait avec les Allemands. Alors, après la guerre, elle avait été tondue. Moi, je me souviens, il promenait là dans les rues de Vanves. Oh là là. Parce que la fin de la déclaration de guerre, ça a été en juin 1945. Ah ben, d'ailleurs, j'ai des souvenirs. On revenait du lycée, c'est un bus toujours qui nous ramenait du lycée. Le chauffeur, alors les cloches ont sonné dans les villages, le bus s'est arrêté, tout le monde est descendu et le chauffeur nous a fait... C'était l'heure de la déclaration. Ah oui, c'est là que ça a été la fête. Ah ben oui, alors là, là, ça y est, même pour les parents, on était... Mais pour ma communion, c'était des tickets supplémentaires et on pouvait aller chez le boucher et acheter un truc, un gâteau, etc. Et de ma communion, je me rappelle surtout ça. Alors, je vous ferai remarquer quand même que c'était en 45, en juin, et moi je faisais ma communion. Vous savez, on gardait la communion solennelle. Je me souviens très bien le jour où ils ont signé en 45 les sirènes. Ça a été un temps magnifique. Tout le monde était heureux. Enfin, c'était évidemment ça me met l'esprit parce qu'on était avec mon père, on écoutait la radio, tout ce qui se passait. Mais là, tu étais rentré à la... Oui, je rentrais, mais je suis rentré avant la fin de la guerre, c'est-à-dire la fin de la guerre, c'est 45, c'était août 45, je sais plus. Bon, et mon père est sur une carte, avec des flèches, il marquait le lancement des Alliés, enfin des troupes françaises. Donc on peut comprendre aussi aujourd'hui ce que vivent les gens qui vivent la guerre. Ah aussi. oui. D'ailleurs, on entend souvent dire, moi personnellement, par exemple, j'ai horreur du gaspillage. Et j'ai des amis aussi, je me demande est-ce que ça vient de la guerre. Je supporte pas que, même mes petits-enfants, j'ai toujours lutté contre ça, je ne veux pas qu'ils laissent quelque chose dans leur assiette, qu'ils en prennent moins, qu'ils en redemandent, mais on ne gaspille pas. Alors, quand je vois quelquefois dans les poubelles des baguettes entières, mais franchement, ça me fait du mal, beaucoup de mal. J'avais une grand-mère extraordinaire qui m'ouvrait ses tiroirs et qui me disait « Regarde ma petite Gigi, voilà une petite culotte. Si je m'achète une petite culotte, c'est que j'en ai besoin. Donc, j'arrive chez moi, je la mets, ma petite culotte neuve, dans le tiroir et je jette l'ancienne. » Et mon grand-père, qui était un homme exceptionnel, quand il donnait ses chaussures, il les faisait ressemeler. Et quand moi je donne des vêtements, je les donne chez les teinturiers. Quand je voyais les mômes gaspiller, les mômes, à partir de Patricia, etc. Et oui, parce qu'ils se rendent pas compte. C'était impossible. Ouais. Nous, on ne laissait rien dans l'assiette, rien. Ceux qui tombaient par terre, il le ramassait, il le remettait dans l'assiette. Il ne supportait pas le gâchis. Lui a souffert énormément de faim parce que les prisonniers, on leur donnait un morceau de pain le matin, il fallait qu'ils tiennent toute la journée avec. On ne s'est pas prié. Je te dirais qu'il n'y avait pas grand-chose. C'était l'époque avec les patates, moi, tout ce que me fait Roxane, je ne connais pas. Hein, tous les aliments du midi et tout, on ne connaissait pas. On connaissait que la pomme de terre, la salade, c'est tout. Hein. Quand on a eu notre deuxième ligne de téléphone, grâce à ce que mon père était médecin, ça a été pour nous exceptionnel. Et quand je pense aujourd'hui aux lignes de téléphone, qu'on est là à vous donner 3 téléphones par ménage, c'est impensable. On est enfant de la guerre, non.
Non, moi je suis en partage avec tout le monde et j'ai de la chance aujourd'hui, vieille comme je suis, de fréquenter que des jeunes. Parce que les vieux aux dents jaunes, ils me font suer. Devant un magasin, par exemple, je me souviens, c'est dans la grande rue, et puis je pourrais même te dire exactement où c'était. Mais c'est un choc. J'arrive devant le magasin et il y avait la télé. J'ai horreur des gens qui racontent leur Et t'es malheur. dynamique. Je n'aime que les gens qui sont rigolos, j'ai horreur du malheur. Je trouve que le malheur, on le garde pour soi. J'ai une vie, j'ai été très malade souvent, mais je trouve que le malheur, il faut le garder pour soi. J'avais une mère qui était très malade pendant longtemps, et elle, quand on lui faisait une visite, on lui disait, elle disait toujours, me parlez pas de ma maladie, parce que je l'ai toute la journée, dites, racontez-moi quelque chose de drôle. Et moi, c'est tout à fait mon principe. Je vois un appareil en vitrine, un appareil en vitrine avec de l'animation. Je dis, mais moi je tombe là-dessus, je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est? Je cherchais la caméra, je dis, mais il n'y a rien à faire, il y a pas de projection d'un film. Première fois que j'ai vu la télé. Je t'ai rencontré au bord de la mer avec ton petit bonnet et tes palmes, enfin tes palmes de main. Oui, Et je nage l'été 3-4 fois par semaine, j'aime l'eau. Mais moi, j'estime que dans l'eau, tu vois, on n'a pas d'âge. C'est bizarre, on est porté dans les... L'eau, on a l'impression qu'on n'a absolument pas d'âge. On est dans... Moi, ce que j'aime, c'est le ciel. J'adore faire du ski hors nature, j'aime faire de la voile et j'aime l'eau parce que c'est des espaces infinis. Et moi, j'aime les espaces infinis. C'est ma religion. Conclusion, j'espère que je reverrai jamais. Enfin, moi, je ne le reverrai pas parce que je suis trop âgée, mais j'espère que jamais plus, il y aura des guerres comme ça. Parce que moi, quand je me couche le soir et que je suis dans mon lit, tout ça, je me suis dit, mais quelle chance j'ai! c'est pour ça, quand je vois les informations, là, ça me bouleverse parce que je pense aux gens qui subissent les mêmes choses, et enfin, encore plus terribles que ce qu'on a connu. on devrait être plus solidaire justement. Ben oui, Justement. Bah, tu vis le présent. Oui, et le futur. Je fuis jamais l'arrière. Moi, j'ai un grand futur devant moi. Oh, j'ai de la chance alors de t'interroger sur le passé. Moi, c'est le passé composé. J'appelle ça le passé composé. Enfin, c'est dur si on veut, mais ça donne des individus peut-être avec une certaine volonté, quoi. Un enfant de la guerre. Donc je pense que je suis une enfant de la guerre. J'ai eu une vie fantastique et sur ma tombe, je veux qu'on mette ici Gigi qui a beaucoup ri. Et tu aimes l'art? J'aime la vie. Sans art, je peux pas vivre. Donc j'avais 6 ans. Là, ma sœur avait... La trottinette. Oui. Et ben voilà, c'était déjà à la mode. la trottinette, et j'avais quand même, c'était exceptionnel. Il y a un endroit où je suis en... Non, il n'y a pas là où je suis en vélo. Oui, il y a un vélo là, non? Vous voyez, là, j'ai un vélo. Donc tes parents, ils ont trouvé une bombe? Alors, quand tu as des choses qui se font la première fois, enfin, sur le plan émotif, tu as le choc. C'est pour ça, je me souviens des trucs, mais instantanément, enfin, c'est des images, c'est un moment choc où tu as été perturbé, enfin, tu as été choqué sur le plan émotionnel, et c'est pour ça que tu retiens. S'il n'y a pas eu un choc émotionnel, ça s'efface de la mémoire. Tout